Et merci pour l'invitation. Tout d'abord, pour parler aussi des biomarqueurs d'imagerie. On a pu suivre tout ce qui est très intéressant sur les biomarqueurs biologiques. Et donc, on va parler de ceux d'imagerie et notamment donc l'intérêt de la TEP pour prédire ou évaluer la réponse à l'immunothérapie, avec deux parties pour cette présentation. Une partie sur le FDG, le traceur historique, donc je vais m'occuper de cette partie-là, donc qui peut rendre aussi des services en immunothérapie, on le verra pour le monitoring, et puis les nouveaux traceurs d'immunotep, donc les traceurs jeunes, neufs, et donc là c'est Mathilde Mas, notre docteur junior, qui présentera ces nouveaux traceurs TEP pertinents en immunothérapie. Donc pas de conflit d'intérêt à déclarer, mais un conflit tout court avec les contrôleurs du ciel qui, voilà, comme le disait Laure, nous ont privés pour cette journée de pouvoir échanger avec vous. Mais on a quand même pu suivre, grâce à la vidéo, vos présentations. Alors, le FDG, juste pour rappeler, la TEP au FDG, donc le FDG, c'est le fluorodésoxyglucose. Donc, c'est une molécule de glucose. On a retiré un groupe hydroxyle pour mettre un atome, un isotope du fluor, le fluor 18, qui est radioactif et donc émet des photons gamma. Ce FDG, ce glucose radioactif, c'est donc un traceur presque parfait du glucose, puisqu'il rentre dans les cellules par les mêmes transporteurs, donc les transporteurs GLUT, et ensuite il entre dans la cascade métabolique de la glycolyse, où il va être phosphorylé. Sauf qu'après quelques étapes de glycolyse, et, du fait de la présence du fluor 18, qui modifie un peu sa structure chimique, il va se retrouver bloqué dans la cellule tumorale et donc il va stagner jusqu'à ce qu'il émette ces photons gamma qui permettront de le détecter. L'intérêt, pourquoi on fait énormément de TEP en FDG, c'est que une des voies métaboliques de l'oncogénèse, c'est la dérégulation du métabolisme énergétique et notamment la glycolyse avec une très forte avidité des cellules tumorales pour le glucose et donc aussi pour le FDG qui vont nous permettre de les détecter de manière très sensible sur l'image. Ce qui est intéressant aussi dans ce contexte-là, c'est que le FDG, les cellules de l'immunité, ont également une activation de leur glycolyse. C'est même une voie centrale de la modification phénotypique en fait, des cellules immunitaires quand elles vont s'activer. Donc le FDG rentre aussi dans les cellules immunitaires, notamment dans les lymphocytes activés. Donc c'est un inconvénient. Le FDG n'est pas du tout spécifique, hein. Il est capté par les cellules tumorales, mais aussi par les cellules inflammatoires, mais ça va présenter aussi quelques avantages pour l'immunothérapie, dont on parlera tout à l'heure. Donc le FDG, il peut apporter des informations à la fois en pré-thérapeutique, juste avant de mettre en route l'immunothérapie, pour essayer d'anticiper et de prédire la réponse, mais aussi c'est un examen pour le monitoring de la réponse tumorale sous traitement. Alors en pré-thérapeutique, il y a eu pas mal de recherches cliniques pour trouver des biomarqueurs prédictifs de la réponse. Alors, ces biomarqueurs, ils peuvent venir de l'analyse des lésions tumorales, de leur intensité, de leur dispersion dans l'organisme. Mais aujourd'hui, un des biomarqueurs les plus forts, on en a déjà parlé aujourd'hui, c'est la mesure du volume métabolique tumoral total. Donc, on additionne le volume de toutes les lésions, ce qui est la charge qui représente la charge tumorale. Et donc, il y a plusieurs équipes, dont la nôtre, qui ont marqué la forte valeur pronostique d'un volume tumoral élevé avec des tumeurs qui, en gros, sont assez peu immunogènes. Et donc, un volume tumoral élevé va avoir un effet négatif sur la réponse, l'efficacité des immunothérapies. Et donc, il y a eu. Donc voilà, vous voyez ici l'image TEP-FDG avec le volume tumoral. Bah, c'est l'addition de toutes les lésions que vous voyez en violet. Et donc, il y a eu cette revue publiée il n'y a pas longtemps par l'IGR sur l'importance pronostique du tumor burden. Et la TEP-OFDG permet en fait de mesurer assez facilement cette charge tumorale. Alors, initialement, c'est le médecin nucléaire qui contourne toutes les lésions à la main, donc c'est pas si facilement que ça, c'est assez chronophage. Mais maintenant, il y a des modèles d'IA, de contourage automatique, qui sont en train de se mettre en place pour l'avoir quasiment instantanément et automatiquement. Un biomarqueur assez puissant et assez facile à avoir finalement. Mais il n'y a pas que la tumeur qui apporte des informations pronostiques. L'immunothérapie, il y a aussi l'immunité du patient, son terrain immunitaire. On peut avoir des informations avec la TEP ou FDG. Il y a différentes études, dont notamment celle de l'Institut Curie, qui avait montré la corrélation entre le métabolisme
des organes lymphoïdes secondaires et la réponse à l'immunothérapie, notamment un métabolisme élevé de la rate ou du tissu médulaire qui était corrélé avec une moins bonne réponse, moins bonne efficacité de l'immunothérapie. Alors c'est observationnel, on n'a pas l'explication biologique, probablement il y a une dysmyéloprodèse, il y a une infiltration par un certain type de cellules qui probablement explique cela, mais on n'avait pas forcément d'explication, mais c'était quand même intéressant de se dire que sur le contexte, on a aussi du biomarqueur sur l'image TEP qui est en dehors du tissu tumoral, qui est sur les organes sains, qui vont participer à la réponse immunitaire. Un autre exemple, alors là c'est une seule étude, donc c'est pas forcément très robuste, mais c'est quand même très intéressant. C'était l'équipe de Québec qui avait montré une corrélation entre la fixation colique, puisqu'on peut voir sur la tête, on va voir le métabolisme colique, qui est en fait lié au métabolisme du microbiote digestif. Donc on voit une fixation du glucose dans le côlon, et cette fixation du glucose, cette étude avait montré qu'elle était corrélée à la qualité du microbiote colite et également à la qualité de la réponse tumorale après induction de l'immunothérapie. Donc voilà, c'était une seule étude, mais le concept est assez intéressant de pouvoir se dire qu'on peut récupérer du biomarqueur à partir de cette imagerie 3D non invasive. Évidemment, alors tous ces biomarqueurs, on a envie de les combiner entre eux, hein, c'est la radiomique. Pour chaque biomarqueur est corrélé, mais si on a des signatures, peut-être on arrivera à avoir des signatures plus performantes, plus prédictives de la réponse. Donc l'objectif, ce serait de corréler, oui, de combiner entre eux tous ces potentiels biomarqueurs extraits de l'image, la radiomique. Et puis ensuite, la TEP, on peut l'utiliser pour le suivi de la réponse tumorale. Alors la référence, hein, c'est le suivi par scanner avec les évaluations RECIST et IRECIST, mais il y a plusieurs centres qui, dans des protocoles de recherche, font du suivi par TEP ou FDG de la réponse à l'immunothérapie. Alors évidemment, avec la TEP, on a vu les cellules inflammatoires captent aussi le FDG, donc on va être très sensible au phénomène de pseudoprogression, hein, qui est ce phénomène qui fait que avant c'était facile, une tumeur qui progresse, ça voulait dire que le traitement ne marchait pas. Avec l'immunothérapie, le concept a complètement changé. Une tumeur qui progresse en taille, mais aussi en métabolisme, ça peut être une infiltration leucocytaire inflammatoire qui est en fait un signe de réponse d'efficacité du traitement. Donc, les études ont montré que si on fait notre score d'évaluation de la réponse, persiste, à peu près 60% des patients qui ont un cancer du poumon métastatique vont avoir une progression persiste après 3 cycles de pembrolizumab, mais que dans ces 60% de patients, à peu près 1 sur 4, c'est une fausse progression. C'est en fait une pseudo-progression lorsqu'on contrôle un peu plus tard l'évolution de la cinétique tumorale. Donc, on a vraiment besoin d'avoir une évolution de nos critères de réponse, puisque sur la première évaluation, ce n'est pas parce qu'on voit une augmentation du métabolisme, une augmentation de la taille des lésions, qu'on est sur une vraie échappement thérapeutique, pas du tout. Alors, il y a eu pas mal, comme les radiologues, hein, on a aussi cherché des critères sur la TEP qui pourraient permettre de distinguer la vraie progression, la pseudo-progression. Il y a eu plusieurs études, plusieurs critères proposés. Bon, après, c'est souvent des études rétrospectives, pas énormément de patients, un seul centre, donc ils sont à prendre avec des pincettes, ils n'ont pas été validés. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de critères pour, à la première évaluation, distinguer une vraie progression d'une pseudo-progression inflammatoire. C'est pour ça qu'il y a eu des guidelines des sociétés françaises et américaines pour comment utiliser la tête pour le monitoring sous immunothérapie. Et bien finalement, on a repris ce qu'on voit sur IRECIST, hein, sur la radiologue, on a pris la stratégie wait and see. Donc on n'a pas forcément précisé quels critères utiliser, mais ce qu'on a dit, c'est s'il y a une première progression sur la première tête d'évaluation, si l'état clinique du patient le permet, on poursuit le traitement et on réévalue 4 à 8 semaines après pour voir si cette progression est confirmée ou non confirmée. C'est les recommandations actuelles. Et alors, si on fait ça, si on, première progression TEP, première TEP à cette semaine, on évalue, on voit une progression, vous voyez ici. Donc, on continue le traitement encore 6 semaines supplémentaires, on fait une évaluation un peu plus tardive, mais on va avoir 3 profils. On va avoir les patients qui montrent ce qu'on appelle une progression confirmée, donc la poursuite de l'évolution du nombre, du métabolisme, de la taille des lésions. Ça, c'est à peu près la moitié des patients qui avaient une progression initiale. Ils vont confirmer leur progression lors du contrôle. Mais pour un quart des patients, on va avoir une régression des lésions après cette progression transitoire. On est donc typiquement sur la pseudo-progression. On voit que c'est quand même beaucoup de patients, et plus que ce qui avait été décrit avec le scanner, parce qu'on a une grande sensibilité
à la petite lésion inflammatoire qui va apparaître. Donc on a quand même pas mal de pseudo-progression avec la TEP, ce qui est une des limites. Et puis, alors les 25% de patients restants, eh bien, c'est ce qu'on appelle de la réponse dissociée. On a également très fréquemment en TEP ou FDG, où cette fois on a une première progression. Et après l'examen suivant, bah, on a certaines lésions qui réapparaissent, d'autres qui diminuent. On est sur des schémas complètement dissociés que souvent on va maintenir dans le temps, qui vont persister, des patients qui sont en permanente évolution dissociée, mais sans réelle progression de la maladie. Et la grande question, c'était de savoir bah, finalement quelle est la valeur pronostique de ces différents profils. Et donc là, c'était la thèse justement qu'a soutenu, la thèse de médecine qu'a soutenu Mathilde en juin dernier, et qui montrait, alors vous voyez les courbes de survie, alors overall et progression free, et vous voyez qu'en haut, la courbe verte, c'est les patients qui sont tout de suite en réponse. Ça, c'est un point fort de la TEP, c'est s'il y a une réponse dès la première TEP, il y a un bon pronostic, il y aura des bonnes survies. La courbe noire tout en dessous, ça c'est les patients qui ont une première progression confirmée sur la deuxième TEP. Et vous voyez que là, ce sont des patients qui ont vraiment un mauvais pronostic et qui vont échapper assez rapidement à l'immunothérapie, qui échappent rapidement à l'immunothérapie. Et puis, ben, ce qui est intéressant, c'est que les deux profils atypiques dont on parlait tout à l'heure, la pseudo-progression et la réponse ou la progression, on l'appelle comme on veut, mais qui est dissociée, ils ont à peu près des courbes de survie similaires. Ce qui nous fait dire, ce qu'on voyait déjà un peu sur l'image, qu'en fait, les réponses dissociées, c'est pas des clones résistants qui échappent, c'était en fait des phénomènes de pseudo-progression, mais localisés, à l'échelle de quelques lésions. Et donc, finalement, c'est pour ça qu'on aurait à peu près, dans notre hypothèse, les mêmes profils de survie. Et l'autre chose intéressante, c'est que, alors certes, une pseudo-progression ou une réponse dissociée, bah, c'est mieux qu'une progression confirmée, on s'en doutait un peu, mais on pensait que c'était un marqueur aussi bon que la réponse précoce. Même peut-être mieux parce que voilà, on avait ce phénomène inflammatoire très marqué. Eh ben non, et pas du tout. On a un profil intermédiaire. C'est-à-dire la pseudo-progression et la réponse dissociée ont des profils pronostiques intermédiaires. On n'est pas aussi bon qu'une réponse précoce. L'autre intérêt de la TEP OFDG, un des intérêts de la TEP OFDG qu'on va suivre l'efficacité des immunothérapies, ben, c'est les IRAE, les Immune-Related Adverse Events, ces toxicités inflammatoires qui peuvent toucher différents organes et la TEP va être très sensible pour les détecter. Donc c'est vrai que dans notre expérience, c'est aussi une information qu'on peut fournir aux cliniciens sur la détection de ces toxicités inflammatoires. Vous voyez ici, c'est une première évaluation à 6 semaines un patient qui signalait une certaine fatigue. Et alors voilà, la TEP avant à gauche et après l'immunothérapie, vous voyez la thyroïde qui apparaît tout en noir, qui flash, et qui correspondait en fait oui, à une hyperthyroïdie biologique, à une thyroïdite immuno-induite qui était détectée par la TEP. Ça, on en voit quand même assez régulièrement. La question, c'est, on sait que les IRAE, ben, ils ont une valeur pronostique globale assez modérée, mais ils ont quand même une valeur pronostique de meilleur pronostic. Donc, on avait regardé si ces IRAE, mais vus sur la TEP, c'est les inflammations vues sur la TEP étaient pronostiques. Eh bien, en fait, on a regardé par organe et pas vraiment, sauf pour un, qui était la gastrite immuno-induite, où c'était très marquant parce que l'apparition d'une gastrite sur les TEP après 6 semaines ou 3 mois de traitement, c'était des patients long répondeurs. Même si initialement il y avait une progression, c'est des patients qui ont un vrai bénéfice et sur le long terme l'immunothérapie. On était tellement surpris de voir ça sur les patients niçois qu'on allait récupérer une cohorte en Italie, à Gênes, pour voir, on a retrouvé exactement cette même valeur pronostique de la gastrite immuno-induite. Alors on ne sait pas du tout pourquoi, hein. J'avais fait des hypothèses, mais on n'a pas vraiment d'explication. On sait qu'au niveau des toxicités, c'est surtout la toxicité cutanée qui a une bonne valeur pronostique dans le poumon. Celle-là, on ne la voit pas sur la TEP, mais nous, ce qu'on voit, c'est la toxicité de la muqueuse gastrique. Bon, je ne me suis pas encore relancé à aller faire des biopsies à tous les patients qui avaient des gastrites immuno-induites, c'est à peu près 20% des patients. Mais en tout cas, il y a une explication sûrement intéressante qui pourrait être cherchée. Je passe la parole sur la deuxième partie à Mathilde. Donc, on a vu que le FDG, c'est un traceur qui est utilisé en pratique courante pour évaluer l'efficacité de l'immunothérapie, mais c'est un traceur qui n'est pas spécifique. Et donc, à l'heure actuelle, on essaie de développer des nouveaux traceurs qui seraient plus spécifiques du système immunitaire. Et il y a deux cibles qui suscitent l'intérêt à l'heure actuelle. D'abord, c'est le PDL1 qui est exprimé à la surface des cellules tumorales. Et donc, la TEP, elle pourrait permettre d'avoir une imagerie corps entier de l'expression de PDL1 par les cellules tumorales et donc potentiellement prédire l'efficacité de l'immunothérapie si on suppose que l'immunothérapie est efficace si les cellules tumorales expriment le PDL1 et elle pourrait refléter l'hétérogénéité inter- et intratumorale
et lever le biais qui est induit actuellement par les prélèvements ciblés. Et la seconde cible d'intérêt, c'est les lymphocytes, puisque l'imagerie peut permettre d'étudier le recrutement lymphocytaire induit par l'immunothérapie. Donc la première cible, c'est le PDL1. Donc on va utiliser des anticorps dirigés contre le PDL1. Le problème dans le fait d'utiliser des anticorps, c'est que euh, c'est des, ce sont des traceurs de haut poids moléculaire qui diffusent lentement au sein de la tumeur. Et donc, ils doivent être couplés à des radioisotopes de demi-vie radioactive assez longues. Donc, on utilise pour ça le cuivre 64 ou le zirconium 89, qui ont des demi-vies respectivement de 12,7 heures et de 3,3 jours. Le problème, c'est que du coup, ça va exposer le patient à une surirradiation inutile. Et puis aussi, ça sous-entend de réaliser des protocoles d'acquisition assez longs. Tout d'abord parce qu'il faut attendre l'accumulation du coup de l'anticorps au sein de la tumeur, donc environ 24 à 48 heures. Puis ensuite, comme ce sont des anticorps de haut poids moléculaire, il faut réaliser l'imagerie assez tardivement, entre 2 jours et 2 semaines après l'injection du radiotraceur, le temps que le traceur s'élimine par voie rénale pour avoir un bon contraste. Donc on voit que plus on attend après l'injection du traceur, plus le bruit de fond vasculaire diminue et meilleur sera le contraste sur l'imagerie. Donc, c'est des protocoles d'acquisition qui sont relativement fastidieux. Et à l'heure actuelle, on essaie de développer de nouveaux traceurs qui pourraient diffuser déjà plus rapidement à l'intérieur de la tumeur et puis s'éliminer plus rapidement pour permettre d'avoir de meilleures images. Et donc, il y a deux stratégies qui sont possibles. Soit on peut développer des anticorps sur lesquels on retire le fragment constant. Si on retire le fragment constant des anticorps, on empêche le recyclage des anticorps et donc on diminue leur demi-vie. Donc, ça permet d'avoir une élimination plus rapide et un meilleur contraste de l'image. Ou alors, une des autres stratégies, c'est de diminuer la taille de l'anticorps. En diminuant la taille de l'anticorps, on favorise son élimination rénale. Et donc, on va par exemple utiliser certaines sous-unités du fragment variable pour diminuer la taille. Et donc, dans ces cas-là, on aura une diffusion qui sera plus rapide à l'intérieur de la tumeur et une élimination sanguine qui sera plus rapide. La contrepartie, c'est que l'accumulation au sein de la tumeur sera plus faible. Et donc, quand on utilise ces fragments d'anticorps qui diffusent plus rapidement au sein de la tumeur, on peut utiliser des radioisotopes de demi-vie plus courtes, le fluor 18 ou le gallium 68, qui sont des isotopes utilisés dans la pratique courante. Donc là, je vous présente les résultats d'une étude qui a été menée à Orsay par le laboratoire Biomaps. Et en fait, ils utilisent des anticorps de différentes tailles marqués au zirconium chez la souris. Et donc là, on voit que quand on utilise l'anticorps complet, il y a une forte accumulation au sein de la tumeur. Euh, mais le bruit de fond vasculaire reste assez élevé. Alors que quand on utilise un anticorps où on retire le fragment constant, l'accumulation au sein de la tumeur reste très bonne, mais on diminue très bien le bruit de fond vasculaire et donc on a un meilleur contraste de l'image. Et si on utilise seulement certaines sous-unités du fragment variable, on voit que le bruit de fond vasculaire a quasiment disparu 4 heures après injection, mais en contrepartie, on a une accumulation qui est moins forte au sein de la tumeur. Et donc, je vous présente les résultats de deux études qui ont été menées chez l'homme pour évaluer la valeur prédictive de cette PEP aux anti-PDL1. La première, c'est une étude qui utilise l'atezolizumab, donc qui est un anti-PDL1 couplé au zirconium 89 chez 25 patients souffrant de cancer de vessie, du poumon ou du sein. La première chose qu'on observe, c'est que ce sont des examens qui ont des très bonnes sensibilités de détection, avec une fixation tumorale qui est très élevée, avec un SUV qui varie entre 12 et 6, donc ce qui est très bien. Il y a une très bonne corrélation entre la fixation qu'on observe en TEP et l'immunohistochimie, puisqu'on voit quand il y a une forte fixation, il y a une expression du PDL1 qui est assez élevée, et inversement quand la fixation est faible. Et il semble également y avoir une très bonne valeur prédictive de cette étape, puisque chez les patients qui sont en réponse complète selon RECIST après l'introduction de l'immunothérapie, on voit que la fixation euh, était plus élevée que celle des patients en réponse partielle, etc. Avec sur les courbes de survie, une meilleure survie chez les patients qui fixaient plus initialement.
Et là, je vous présente les résultats d'une seconde étude. L'intérêt de cette étude, c'est elle utilise trois radiotraceurs différents chez le même patient. Le premier traceur, c'est l'EFDG, qui va permettre d'évaluer l'étendue de la maladie. Puis ensuite, ils utilisent des fragments d'anticorps couplés au fluor 18 et un anticorps complet couplé au zirconium 89. Et ce qu'on voit tout d'abord, c'est que quand on utilise des fragments d'anticorps, le contraste est meilleur avec un bruit de fond vasculaire qui est très diminué, avec quand même une accumulation tumorale qui reste satisfaisante. Et comme pour la précédente étude, on a une très bonne valeur prédictive de ces traceurs, puisque les patients répondeurs fixent beaucoup plus que les patients non répondeurs. Et avec une très bonne corrélation entre la fixation en TEP et l'immunohistochimie, puisque là, on voit c'est un patient pour lequel le niveau d'expression de PDL1 retrouvé était de 1%, et on voit que la fixation au sein de la tumeur est quand même inférieure à celle du patient précédent. Et la seconde cible dont je voulais vous parler, c'est le CD8. Donc, les CD8 sont des antigènes qui sont exprimés à la surface des lymphocytes T. Et grâce à cette cible, on pourrait permettre de suivre les lymphocytes dans l'organisme et donc d'évaluer potentiellement le recrutement lymphocytaire induit après l'introduction de l'immunothérapie et potentiellement d'évaluer la réponse à l'immunothérapie. Donc, j'ai choisi de vous présenter les résultats de cette étude qui illustre un peu l'intérêt de cet examen. Donc, c'est une étude de phase 1 qui a été menée chez 15 patients, suivis pour un mélanome, un cancer du sein ou un carcinome hépatocellulaire. L'un des premiers intérêts de cet examen, ça pourrait être, par exemple, comme chez ce patient qui reçoit une immunothérapie depuis environ 6 mois, et il répond par ailleurs, mais on voit sur la tête petit FDG qu'il reste un hypermétabolisme de ganglions cervicaux. Et la question que se pose le clinicien, c'est de savoir si cet hypermétabolisme résiduel il est d'origine inflammatoire, secondaire à l'efficacité de l'immunothérapie, ou alors s'il est d'origine tumorale en lien avec une maladie persistante. Et donc, en réalisant une TEP aux anti-CD8, ça va permettre de répondre à cette question. S'il y a une fixation sur la TEP aux anti-CD8, ça traduirait plutôt un infiltrat lymphocytaire et donc une efficacité du traitement. Et en l'absence de fixation, ça traduirait plutôt un hypermétabolisme d'origine tumorale. Et donc là, on voit chez ce patient que les ganglions résiduels sont très infiltrés par les lymphocytes, ce qui traduirait une efficacité de l'immunothérapie et ce qui a été confirmé par le suivi clinique, puisque ces ganglions sont restés stables tout au long du suivi sous immunothérapie. Et le second intérêt, ça pourrait être d'évaluer de manière précoce l'efficacité de l'immunothérapie en réalisant une TEP aux anti-CD8 environ un mois après l'introduction du traitement. Et si on a une fixation des lésions hypermétaboliques en TEP, ça traduit un recrutement lymphocytaire au niveau de ces lésions tumorales et donc potentiellement une efficacité de l'immunothérapie sur ces lésions. Et puis là, on voit chez ce patient que 3 mois après l'introduction du traitement, il a bien répondu. Et donc l'immunotep, donc la TEP qui est plus spécifique du système immunitaire, c'est encore un examen qui reste du domaine de la recherche, plutôt parce que c'est encore des traceurs qui ont des coûts élevés. Les études à l'heure actuelle sont plutôt des études précliniques basées sur le développement de nouveaux radiotraceurs de demi-vie plus courtes pour permettre tout d'abord des protocoles d'acquisition plus rapides, condensés sur un jour, et puis pour des mesures de radioprotection. Et les quelques études cliniques qui sont publiées à l'heure actuelle étudient la valeur prédictive de la TEP aux anti-PDL1 et plutôt l'intérêt dans le monitoring de la réponse à l'immunothérapie pour la TEP aux anti-CD8. Et merci, on a fini. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Ah, il y a une question, ouais. Est-ce- Vous l'entendez la question ou pas? Le PET fluorocholine pour évaluer la réponse? Alors, c'était ça la question sur le plate. Alors, il n'a pas été évalué dans cette indication à ma connaissance. Le fluorocholine, elle n'est pas spécifique non plus, pas plus que le FDG. Donc, alors c'est sûr, c'est la membrane, c'est un autre, on cible une autre voie, mais en choline, on a aussi une fixation des cellules inflammatoires ou par exemple de la granulomatose, des sarcoïdoses, tout ça, ça fixe très fort. Donc, je pense qu'on aurait la même situation qu'avec le FDG, mais c'est vrai que
pourrait être intéressant de l'étudier, mais à ma connaissance, ça n'a pas été fait. Donc, une idée de projet. Ok, bah en tout cas, merci beaucoup. On va peut-être enchaîner parce que tout le monde commence à être un petit peu fatigué. En tout cas, c'est vraiment super d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci, Laure. Ciao.